Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir le docteur Mouton. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'auteur de ce livre qui date déjà d'un petit moment, l'écosystème intestinal, mais qui est toujours la référence. C'est également le monsieur qui a inventé un test, le test MOU, métabolite organique urinaire, métabolite urinaire, l'analyse que vous faites pour cartographier votre écosystème intestinal. Et aujourd'hui, je le reçois par rapport à ce livre, Je mange selon mes génotypes, qui vient juste de sortir aux éditions Exuvie, où on révolutionne, ça c'est moi qui le dis, on révolutionne la diététique avec nos génomes. Bonjour, docteur Mouton. Bonjour François, merci de m'inviter. Alors, ce qui est incroyable, c'est quand je lis ce livre, j'ai votre voix en fait qui me parle en même temps. Vous savez, quand je le lis, chaque ligne, j'ai votre voix dans la tête. Ça, j'adore. Voilà. Bon, précisons quand même, surtout aux dames, que le livre est coécrit avec Julie Lioré, qui est c'est compliqué, c'est une anthropologue, nutritionniste, qui écrit beaucoup pour des journaux de santé, donc on peut dire journaliste de santé, etc. Donc, elle cumule toutes ces qualités. Et si vous voulez, devant le manque grave de temps libre pour ajouter le livre à mon activité de base, qui est une base légèrement débordante, il me fallait de l'aide. Et Fabien Moine, donc le directeur des éditions Exuvie, a un peu réfléchi, un peu cherché, et puis un jour il est venu, je crois que j'ai trouvé la bonne personne. Et effectivement, bon, elle colle bien au sujet. Et elle a aussi un ton d'écriture qui est plus agréable, plus doux que le mien. Je suis toujours un peu... Et d'ailleurs, d'après Fabien Moine, l'éditeur, il dit que la deuxième partie, qui est exclusivement de ma main, est quand même plus rugueuse. Et alors, la deuxième partie, elle commence... bon, il y a une conclusion de la première partie, alors il y a une deuxième partie qui est donc bel et bien de moi. Il faudrait quand même que je mette ça comme il faut, parce qu'évidemment, on va dans le mauvais sens. Synthèse et réflexion. Et donc là, c'est un peu plus des petits articles, et puis alors des graphiques. Bon, c'est un peu plus technique, mais ça, évidemment, c'est ce qui me plaît. Mais heureusement, Julie est là pour vulgariser le sujet, pour faire comprendre à tout le monde. Et c'est bien sa façon d'écrire, quelque chose de très facile à lire et à comprendre, pour autant que pension. Disons que c'est un ouvrage fluide. Moi, il m'a fallu 2 soirs plus 1 heure pour le lire. C'est assez court. Je connaissais votre univers. J'ai tout de suite senti la patte sur certains retours d'expérience qui étaient assez intéressants. J'ai également senti la fluidité de l'écriture de la pointe de Julie. Et sur ce livre, on rentre un petit peu dans le sujet. Là, on se concentre sur quelques marqueurs génomiques. Sur 4. Quelques marqueurs. 4 exactement. Je ne sais pas où est la caméra. 4. C'est-à-dire que là, c'est François qui va parler seulement son nom. Pour moi, on a une manière très pertinente d'orienter sa diététique, notamment au niveau des substrats énergétiques de son assiette. Déjà, dans un premier temps, sans rentrer dans la thématique maladie, santé et tout. Oui, mais c'est le but. Déjà. C'est-à-dire que quand vous lisez ça, vous vous dites, mais comment je peux maintenant connaître ma balance glucides-lipides, par exemple, de mon assiette au quotidien sans connaître mon ApoE? C'est vrai. C'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à répondre à cette question parce qu'en réalité, on peut être totalement à côté de la plaque. On se base sur un certain nombre de choses, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, des habitudes qui peuvent être héritées de la famille, des parents, voire des amis qu'on fréquente. On ressemble plus aux amis qu'on fréquente au point de vue morphotype en fonction de ce qu'on mange qu'aux parents. Donc ça a beaucoup d'importance. Mais tout ça, ce sont des habitudes. Alors ce qu'on a évidemment en dehors des génotypes sont les marqueurs métaboliques classiques que tout le monde peut avoir avec son médecin généraliste, voire s'offrir directement en France en tout cas en allant au labo pour des sommes très, très modestes, très, très raisonnables. Mais ça ne dit pas tout, parce que finalement,
toutes ces choses-là peuvent être modifiées par des décisions, par des changements, par des bonnes intentions. Après les vacances, bon, ici, on commence à oublier les bonnes résolutions de la rentrée post-estivale. Bientôt, on se rabattra sur les bonnes résolutions de janvier. Bon, mais tout ça, c'est quand même arbitraire, artificiel. Et finalement, si ce n'est pas en harmonie avec notre ADN, ça peut être totalement décevant, voire pour certains cas très isolés, très, très ciblés, il ne faut pas affoler les gens, mais ça peut être aussi un peu dangereux quand on a des habitudes qui sont contraires à ces génotypes. Mais de toute façon, ce livre se veut déjà prudent. On le voit tout de suite dans la patte de Julie Lioré. On parle vraiment du phénotype. Avec là, on est juste sur les 20-30% qui concernent la génétique et pas l'épigénétique, c'est-à-dire nos modes de vie. Donc, ce livre déjà est assez prudent par rapport à ça. Mais je trouve que si on était un peu rationnel, moi, j'ai ma fille qui naît, peut-être que je lui offrirais un test directement sur des choses basiques comme la POE. C'est bête, oui, mais c'est ce que si vous voulez, ça fait 10 ans que je pratique l'APOE. Il y a une évolution vraiment d'année en année. Déjà, mon interprétation de certains APOE, notamment l'APOE 2, a changé après 3-4 ans. C'était déjà intéressant. Et puis, plus je le pratique, plus je me sens incapable de ne pas connaître un APOE parce que je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter à la personne? Si vous voulez, on est bien d'accord que le génotype, c'est 20-30%. Tout le monde est d'accord sur ces chiffres-là, peu importe la précision, mais c'est de cet ordre. Mais ce sont 20-30% qu'on ne peut pas modifier. C'est là, depuis qu'on est né, jusqu'à ce qu'on parte. Et visiblement, tout le reste, on peut modifier. C'est ça la diète, c'est ça l'hygiène de vie, l'activité physique, le sommeil, tout ce qu'on raconte. Et tout ça, c'est effectivement ce qui aboutit au phénotype, mais qu'on peut aussi, bon, c'est un peu tendance de parler d'épigénétique, c'est tous les changements dans l'expression des gènes que l'alimentation et le style de vie peuvent apporter. Mais il n'y a rien à faire, et là il y a des confusions, c'est peut-être le moment d'en parler. Épigénétique ou pas, les génotypes sont là et ils restent, parce que les gens ont envie de pouvoir changer leur génotype en fonctionnant différemment. Ben non, le génotype, on l'a, on le garde. On le garde effectivement. Et moi, par exemple, je pense souvent aux sportifs de haut niveau. Vous, culturellement, vous avez travaillé longtemps avec des sportifs de haut niveau. Ce que je veux dire, c'est qu'on sait que dans le sport de haut niveau, si on arrive à avoir 1 ou 2 ou 3% d'évolution, c'est déjà énorme. Là, on propose quand même de retirer une part de terrain incognita sur 20-30% de la question éternelle de comment je mange. Ça joue un grand rôle, un grand rôle. Je crois que celui qui est APOE 2, bon, il faudrait probablement lire le livre, c'est un peu ça l'idée d'ailleurs, pour mieux comprendre le pourquoi, le comment. Mais celui qui est APOE 2 peut à la fois choisir des activités sportives différentes et se nourrir différemment pour y briller. Et ça, c'est une piste que j'ai en tête depuis un certain temps, et visiblement, je me rends compte que je suis suivi dans cette voie-là, et je prédis un avenir où, effectivement, au niveau des choix, des recrutements, des vocations, où ça va jouer un rôle. Je ne me tracasse pas de savoir comment trouver son APOE. C'est banal, c'est pas compliqué du tout. Il y a plein de pistes. Bon, la France n'aide pas parce qu'elle met des barrières légales. Il ne devrait absolument pas y en avoir. Mais enfin, toujours, je crois que même en France, quand on a un parent qui a développé une maladie neurologique style Alzheimer ou Parkinson, bon, là, ça devient subitement légal de vérifier son APOE 2. Bon, ce qui est bizarre, c'est qu'en réalité, il faudrait prévenir ces maladies plutôt que... Enfin, c'est un peu ça l'idée, dans une certaine ouverture sur la possibilité de tester certains génotypes, mais au niveau international, ça explose de partout. Donc, tout le monde va pouvoir trouver son APOE.
Et voilà, vivre avec, l'utiliser à bon escient pour tirer le meilleur parti de qui on est. D'ailleurs, là, j'ai un flash au niveau de ma mémoire. Dans votre livre, quand vous donniez l'exemple de Alzheimer, je crois que vous ameniez un pourcentage de type: «Dans ma clientèle, j'ai 60 de APOE». Enfin, il n'y avait pas une histoire comme ça sur Alzheimer? 60 Oui, donc, d'APOE4? oui, mais c'est peu, hein, le chiffre, c'est peu. Donc, il y a 20% d'ApoE4. Et il faut savoir que on a un peu parlé des ApoE2 qui sont plus du côté very high fat et diète cétogène, qui convient bien à ces individus-là, mais il y a peu d'ApoE2 en fait, hein. Dans les ApoE4, il y en a nettement plus, mais ça ne dépasse pas, en tout cas chez nous, 20 bons % de la population. Il y a des régions du monde où il y en a plus, mais dans nos régions, c'est plutôt de l'ordre de 20%. Mais il y a un risque accru de maladie d'Alzheimer chez ces 20%-là. C'est bien documenté statistiquement. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va faire la maladie. Et là, il y a une espèce d'appréhension. Ah, je ne veux pas savoir. Bon, OK. De toute façon, si on ne veut pas savoir, on ne fait pas de la médecine préventive. On ne suit pas François Benaventé sur Instagram ou YouTube parce que tout ce que nous discutons, nos vies respectives, François, vous et moi, c'est pour faire de la prévention et maintenir une bonne santé à long terme. C'est ça l'idée. Alors, si on ne veut pas prévenir la maladie d'Alzheimer alors qu'on peut la prévenir, et je pense que mes patients en sont une belle preuve parce que c'est une pathologie qui ne développe pas, ben, alors on regarde ailleurs. Oui, effectivement. C'est dommage. C'est dommage parce que bon, là, on est toujours sur le même gène, mais sur cet exemple-là, il y a quand même des statistiques qui existent. Il y a quand même un pourcentage de développement nettement supérieur chez ces gens-là. Et ils ont juste, en fait, et Alzheimer n'est que la conséquence. Il y a bien entendu bien d'autres choses avant en termes de tracas qui peut être vu en amont, juste en adaptant un type de diète avec des substrats énergétiques propres à son APOE. Oui, alors évidemment, c'est plus complexe que ça parce qu'il n'y a Mm. pas que le stress qui joue, il y a beaucoup la résistance à l'insuline qui Ah fait oui. partie d'une diète personnalisée. Et là, on repart sur un autre des 4 génotypes qui est celui de l'amylase salivaire qui permet justement de mieux gérer sa glycémie, son insulinémie. Et donc, c'est finalement encore lié, mais par un autre biais. Et puis alors, bien entendu, il y a le style de vie, le sommeil. Le cerveau se détoxique essentiellement via des canaux lymphatiques propres qu'on appelle le système glymphatique, La fatigue. Ouais. qui est celui du cerveau, qui est découvert en 2012. Donc, heureusement que je me tiens à jour parce qu'on ne m'a pas appris ça à l'université il y a longtemps. Et donc, le sommeil profond permet de décharger les toxines cérébrales via ce système glymphatique. Mais pour ça, il faut que le sommeil soit profond. Donc, effectivement, on retombe toujours sur tous ces paramètres sur lesquels nous travaillons, mais dédaigner, ignorer un ApoE4 qui doit apporter des changements dans la diète, envers et contre ce qu'en pensent certains sectogènes, mais bon, on va peut-être pas se lancer là-dedans, ça me paraît quand même fondamental. D'ailleurs, la littérature médicale, officielle, mainstream, va tout à fait dans ce sens-là. On sait bien que c'est un risque important et il y a maintenant des programmes par des neurologues, notamment aux États-Unis, qui visent la prévention précoce et ça marche. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que nous, par exemple, en naturopathie, on est énormément basé sur le biofeedback. Sauf qu'il y a certains biofeedbacks qui n'existent pas. Il y a certaines choses qui sont asymptomatiques. Et le fait d'avoir déjà un gène qui est inscrit de notre naissance à la mort, nous donne une information supplémentaire pour toujours, une fois de plus, réduire ce terrain incognita qui est qu'est-ce que je mange? Cette fameuse éternelle question. Oui, Donc c'est bien, là, oui, c'est bien dit, c'est ça de prix. Moi, on pourrait dire c'est c'est ça ça de de prix. prix. Puis le reste, bon, il faut encore travailler, hein. Il y a plus, pour un peu calmer les gens, il y a plus d'ApoE3 qui font un Alzheimer que d'ApoE4. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus d'ApoE3 que d'ApoE4. Mais les ApoE4 ont un risque au moins 3 fois plus élevé. Donc, si on est dans cette catégorie-là, pas paniquer, se dire, OK, qu'est-ce que je fais en prévention?
Et c'est notamment ce qui est expliqué dans le livre, et tout comme c'est expliqué. Pareil au niveau de la lactase aussi, cette enzyme, on est tous à savoir est-ce que je suis de tel bassin, on est tous à regarder notre petite carte avec les bassins de l'enzyme lactase, mais vous dites un truc qui est assez pertinent, c'est que je peux avoir un code génétique différent de mon frère. Donc les grandes lignes, ça ne marche pas. C'est trompeur. Figurez-vous que ça, c'est un apport du fait de s'être lancé dans la rédaction de ce livre, qui était d'ailleurs un peu bon. Si j'avais, en général, de tous mes livres, je me dis si j'avais su, je m'y serais jamais consacré. Le fameux gros pavé que vous avez montré au début, bon, c'est quand même fallu 2 ans pour écrire ce truc de 500 pages, et je m'étais dit plus jamais on m'y reprendra. Bon, voilà, la preuve en est. Mais ça, et en plus, je continue à trouver des détails là-dedans. Cette histoire de tolérance au lactose, beaucoup de gens le prennent pour, ou la prennent pour un fait établi en fonction de leur ethnicité apparente. Caucasien, bon, ça va, je suis tolérant au lactose. Africain, je ne le suis pas. Bon, alors, pour faire simple, parce que c'est bon, un peu caricaturé, mais il y a plein de Caucasiens qui ne sont pas du tout tolérants au lactose. Bon, déjà, dans le bassin méditerranéen, c'est catastrophique. Enfin, catastrophique, il n'y a rien de catastrophique à ça, mais c'est quand même très fréquent. Italien, espagnol, bon, pas garanti du tout. Et puis, j'ai appris, mais à ma plus grande surprise, j'ai trouvé finalement les infos, mais il a fallu fouiller, qu'il y avait des régions de France, notamment le Massif central, où, a priori, on n'est pas tolérant au lactose. Et ce qui est fascinant, c'est que ça a amené le développement ancien, ancestral, comme j'aime bien l'adjectif que je viens d'utiliser pour tout ça, de créer des produits qui, à l'époque, étaient certainement novateurs, qui sont fermentés comme des fromages bleus, des fromages à longue maturation, où il n'y a quasiment plus de lactose et qui sont parfaitement tolérés. Mais pourquoi est-ce que ces produits sont apparus dans le Massif central? Parce que les gens y ont été obligés. Donc, ils toléraient mal le lactose. Ouais, j'avais adoré, j'ai lu ce passage. C'est vous qui avez des ancêtres, je crois, d'Auvergnat et qui disaient justement. C'est un de mes patients. C'est un de mes patients. Et alors là, j'avais complètement flippé avec ça. Oui, mais alors, depuis, et ça c'est très très récent, François, j'ai appris, avec mes yeux grands ouverts, mais que j'aime bien de garder ouverts quand je fais mes recherches, que toute une série, c'est pas une ethnie, toute une série d'ethnies pastoralistes africaines qui donc, avant la révolution néolithique, avec des sédentarisations massives des villes et une agriculture qui stabilisait les gens, qui sédentarisait les gens plus exactement, se promenaient sur d'immenses distances avec leurs troupeaux. Et dans ces populations-là, sont apparus des génotypes de tolérance au lactose, mais qui ne sont pas les mêmes que le mien. Alors, j'ose pas dire le vote parce qu'avec le nom de famille, vous avez testé votre LCT parce que. Non, en fait j'ai payé un cocktail aux États-Unis de 500 gènes et là, ils m'ont répondu poliment, c'était en octobre, on va vous rembourser parce que vous faites partie des territoires interdits maintenant. La France ne tolère pas que je fasse une analyse aux États-Unis. Oui, c'est ça un peu le problème. C'est un peu ça le problème. Mais bon, ça se contourne de 36 façons. Et puis, évidemment, il y a d'autres firmes qui sont en train d'apparaître. Je crois qu'il y en a une en Finlande. Bref, les gens vont où ils veulent. Ce qui est ridicule, c'est que les accès ont été plus faciles à un moment donné. Et pourquoi est-ce que les autorités restreignent ça? De quoi ont-elles peur? On peut se poser la question. Moi, j'aimerais qu'on parle de votre sujet de prédilection, c'est-à-dire la paléogénomique. Je ne sais pas si je le prononce bien. L'histoire de la génétique, de la génomique plutôt. Cette histoire, le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'évolution humaine? C'est-à-dire que tous les livres naturaux de l'époque, ils nous disent tous la même chose. L'homme, il y a 3000 ans, est quasiment le même que l'homme d'aujourd'hui. Il y a eu très, très peu de modifications. Dans l'histoire de l'humanité, 3000 ans, c'est
C'est un petit saut de plus pour la plupart des types de modifications. Et c'est ce qu'on retrouve là un petit peu dans votre bouquin. Je me trompe? 3000 ans, il faut dire que ça, c'est l'âge c'est le passage de l'âge du bronze à l'âge du fer. Bon, là, il y a 3000 ans, on était vraiment déjà dans l'âge du fer. Voir si on parle de il y a 3000 ans ou 3000 ans avant Jésus-Christ. Bon, je vais donner deux exemples qui sont deux des génotypes phares du livre. On a parlé des deux autres. On a parlé de l'APOE, on a parlé de la tolérance au lactose. Le troisième et le quatrième sont respectivement l'amylase salivaire, qui est quelque chose de très flagrant, très évident. Je me demande pourquoi, comment d'autres avant moi n'ont pas été sur ce coup-là, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais c'est tellement évident, ça a dû être fait, mais apparemment, il n'y a personne qui le fait. Bon, bref, c'est pour ça que je m'y suis mis. Amylase salivaire, c'est simple. Le génotype ancestral correspond à peu d'amylase salivaire. Okay, on sait, peut-être avec un certain point d'interrogation résiduel sur les néandertaliens, mais on sait que les sapiens et visiblement les dénisoviens, avec ce qu'on a comme information, là c'est vraiment de la paléogénétique, hein, ce sont des vieux ADN qu'on parvient à reconstituer sur des fossiles, grâce d'ailleurs à des progrès technologiques faramineux, hein. C'est de la science-fiction. Eh bien, on sait que nos ancêtres, il y a 50 000 ans, n'avaient que 2 copies de l'amylase salivaire. Alors, l'amylase salivaire, c'est un drôle de gène qui, au lieu de se manifester par des variations génétiques de plus grande efficacité ou de moins grande efficacité, se manifeste par une multiplication des copies. Et plus il y a de copies, plus il y a d'amylase, plus on est capable de digérer les amidons. Bon, voilà, c'est vraiment pas compliqué. C'est là où je voulais mettre une parenthèse pour les gens qui vont nous suivre. C'est effectivement l'amylase salivaire. C'est votre première enzyme, petit ciseau, qui va venir commencer à séquencer les chaînes du type de glucides que vous avez digéré. Il y a un pH autour de, il me semble, 6-7 qui permet d'avoir… La première… de loin la plus importante, parce qu'après, il y a effectivement l'amylase pancréatique qui ne fait que compléter le travail. Chez l'humain, c'est l'amylase salivaire qui a le rôle clé. Alors que chez d'autres mammifères, comme les canidés, là, ils n'ont pas d'amylase salivaire, parce que les chiens et les loups ne marchent pas. Hein. C'est l'amylase pancréatique qui fait tout le travail. Mais chez nous, c'est la clé de la digestion des glucides. Donc, c'est un paramètre très important. Il y a 50 000 ans, 2 copies. Aujourd'hui, certains humains ont 20 copies. Alors, le livre dit 18, mais grand article, je dirais, un tremblement de terre scientifique sur l'amylase, notamment salivaire, mais ils ont aussi détaillé les amylases pancréatiques. On en a 2, la AMY 2A et 2B. La salivaire, c'est AMY 1A. Okay, ça revient tout le temps ici. Bon, peu importe, on peut dire amylase salivaire, c'est tout aussi bien. Donc, cet article incroyable me fait mentir au niveau du livre, parce qu'au niveau du livre, les informations qu'on avait, c'est 18. Bon, maintenant, on a trouvé des gens qui ont 20 copies de l'amylase salivaire. Mais certains n'en ont toujours que 2. Alors, qui est qui ? Alors, est-ce qu'on a un génotype de l'amylase salivaire ancestral? Pas nécessairement 2, mais 2, 3, 4, 5 copies, à la rigueur 5, 6 copies, c'est quand même faible. Ou est-ce qu'on a une amylase salivaire génétiquement moderne, avec 12, 15, 18, 20 copies? Où est-ce qu'on est entre les deux? Et ça, c'est hétérozygote, hein, c'est moitié ancestral, moitié moderne. Donc maintenant, moi, de nouveau, je commence à être mal à l'aise de donner des conseils alimentaires aux gens sans être capable de dire s'ils ont 2 copies ou 20 copies. Est-ce qu'ils sont relativement intolérants aux amidons, ou en tout cas peu tolérants aux amidons, c'est-à-dire qu'ils peuvent en manger, mais pas beaucoup à la fois. À la rigueur, ils peuvent peut-être répéter des prises, mais certainement jamais beaucoup en une fois. Et ça, ce sont évidemment des génotypes ancestraux. Et puis, d'autres qui ont un génotype moderne, qui sont super bien adaptés aux glucides
et chez qui je ne vois absolument pas pourquoi on devrait les obliger, les pousser à faire des diètes type cétogène, super high fat. Et en général, ça ne leur va pas. Ils ont des problèmes avec ça. Vous voyez. Donc ça, c'est un premier exemple ancestral moderne. Et l'autre, le dernier, le quatrième, on aura fait le tour, c'est le DIO2, qui est donc un génotype qui, à première vue, n'a rien à voir avec l'alimentation parce que c'est l'activation des hormones, donc les pro-hormones T4, la thyroxine, activée en T3, la thyronine. On se dit, ben oui, très bien, c'est très important effectivement pour la fonction thyroïdienne, mais ça n'a rien à voir. Et ce DIE2, de nouveau, on peut reprendre le même exemple, il y a 50 000 ans, eh bien, n'était pas du tout le même génotype que ce qui domine aujourd'hui. C'est un génotype qui est plus efficace pour activer la T4 en T3 parce que ça correspond mieux à des diètes plus glucidiques. Et celui qui a le génotype ancestral, pour que sa fonction thyroïdienne tienne bien la route, il faudrait qu'il mange comme nos ancêtres de l'époque, c'est-à-dire plutôt high fat, tendance carnivore, etc. Donc voilà encore un énorme pavé dans la mare. Et voilà, c'est bien de savoir qui on est. Est-ce qu'on est ancestral, est-ce qu'on est moderne? Parce que je peux vous dire, François, que quand on a les deux génotypes, DIE2 et amylase salivaire, homozygote, donc les deux mêmes copies, une de chaque parent, tous les deux ancestraux, et qu'on mange beaucoup de glucides, on devient obèse. Et là, on a des preuves scientifiques mainstream, PubMed, des articles qui disent que les versions que, bon, moi j'appelle modernes, bon, ils appellent comme ils veulent, sous des diètes qui ne sont même pas décrites comme hyperglucidiques, c'est la diète qu'on fait manger aux gens en général, eh bien, les risques de devenir obèses sont multipliés par des facteurs impressionnants. C'est du sérieux, tout ça. Et puis, les sucres qu'on ne digère pas en amont peuvent devenir problématiques en aval. Voilà. Et des choses beaucoup. Très, très bien. Oui, François, vous avez fait bien parce que j'étais déjà en train d'oublier ça alors que c'est essentiel. Tout le monde comprend que quand on est intolérant au lactose et qu'on boit des verres de lait, vu qu'on ne sait pas digérer ce lactose va créer une prolifération microbienne puisque les bactéries vont s'en donner à cœur joie et se multiplier grâce au lactose qui leur sert de carburant. Et ça, tout le monde capte ça. Ou presque tout le monde. Bon, bref. Mais finalement, avec l'amylase, c'est exactement le même problème. À une petite différence près, c'est que tout le monde a quand même de l'amylase salivaire. Okay, il y en a qui n'ont pas du tout de lactase. Elle a disparu après 2 ans, 3 ans. 3 ans, oui, donc perte de la lactase. Mais au niveau de l'amylase, même ceux qui ont peu de copies, même les génotypes ancestraux, ont de l'amylase. Mais pas du tout pour gérer les quantités de glucides qu'on donne à manger aux gens dans notre système pyramide alimentaire basé sur des glucides. Bon. Donc, tous ces glucides qui ne seront pas digérés vont créer une dysbiose intestinale. Et alors, on s'étonne, on veut donner aux gens des moyens pour traiter leur dysbiose intestinale. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord commencer par ne pas nourrir, créer, provoquer cette dysbiose intestinale parce qu'on mange quelque chose qu'on ne va pas être capable de digérer? Et d'ailleurs, par rapport à ça, pour pousser les gens à faire leurs analyses, moi, c'est ce… Alors, je vais faire face à oui, c'est très, très bien. Oui. Celui-là, c'est la clé. C'est la clé de la compréhension du livre. Attends, c'est les deux mêmes courbes. À la limite, on ne doit même pas regarder j'ai oublié les couleurs et les références. C'est quasiment les mêmes courbes. Il y a une petite quand même une petite divergence entre les deux. Si vous voulez, ça, c'est la fameuse étude DietFit. Si je n'avais pas été choqué, interpellé par cette étude, je ne suis pas certain que je me serais décidé à faire ce livre. On ne va pas répéter tout le temps la même chose, manque de temps, etc. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça, c'est ce sur quoi je m'interroge depuis très longtemps. Tout le monde s'interroge là-dessus. Est-ce que je dois conseiller du high fat ou du high carb? Est-ce que cette personne-là ou moi-même, nous allons perdre du poids en augmentant les graisses ou au contraire, faut-il les diminuer?
Et alors, l'Internet, le monde de la nutrition, les experts, les médecins, nutritionnistes, voire même les profs qui ont pris en charge certaines célébrités, etc., se battent là-dessus. Et chacun dit non, non, c'est moi qui ai raison, c'est high fat. Non, 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 c'est low fat. Bon. Et là, cette étude a 2 énormes bras avec plus de 300 participants. Et l'idée était de faire maigrir des obèses américains. Bon, donc le contexte est particulier. Mais c'est une étude très, très bien ficelée, un très, très gros budget, une énorme ambition de publier dans le Journal of American Medical Association, donc en 2019, ça a été publié, en se disant on va avoir la réponse. On a mis des moyens énormes, on a 22 nutritionnistes sur l'affaire, on va savoir. On ne sait rien du tout. Les 2 courbes sont les mêmes. Il y en a autant qui ont perdu du poids en low fat qu'en high fat. Un petit peu plus ont perdu du poids en high fat, mais franchement, ce n'est pas convaincant du tout. Et alors, le pire, du pire, François, c'est l'horreur absolue, c'est que dans les 2 bras de l'étude, alors que c'est une étude faite pour faire maigrir des obèses américains, ce n'est pas pour rien. Il y en a qui ont perdu 40 kilos, hein, donc on n'est pas en Europe. Quoique on y arrive. Mais, dans les 2 bras de l'étude, ce programme fait pour maigrir a provoqué des prises de poids dans les 2 bras de l'étude. Donc, visiblement, voilà. Il y a des gens à qui, voilà, les queues des courbes qui remontent, et ça, ce n'était pas du tout prévu au programme. Mais il y a ça dans les 2. Donc, quelle est la seule conclusion, François, qu'on peut tirer de ça? Allez, dites-la nous. Tirez-nous la conclusion de Dietfitz. La phrase préférée des naturopathes, ça dépend. C'est-à-dire que là, finalement, l'individualisation, bien sûr, doit prendre en compte la partie épigénétique, qu'on a parlé de résistance à l'insuline, on a parlé aussi de truc qu'on ne parle pas, résistance à la carnitine par rapport pour l'affiliation des corps gras, mais la partie génomique aussi par rapport à aussi bien ces gènes d'ApoE, ces gènes même de l'amylase aussi, qu'on a vu le rôle de l'amylase aussi sur les substrats énergétiques, même du DIO2 par rapport à cette conversion de T4 en T3, vont faire que ce seront des paramètres qui, si on est à ApoE4, on va être plutôt, alors si je ne me plante pas, low fat diet, et si on a ApoE2, c'est plutôt là, on va être plutôt il faut plus de glucides pour perdre du poids. Mais oui, et bon, tout en soulignant probablement que les autres génotypes que nous abordons, que nous développons dans le livre, ont un rôle aussi, parce que, de nouveau, je disais il y a quelques minutes, si on a une amylase salivaire ancestrale, on va avoir tendance à prendre du poids sur les glucides, mais à fond. Et ça s'explique, on explique bien ça dans le livre, en termes assez abordables, je pense. Et pareil avec le DIE2, s'il est ancestral et qu'on mange trop de glucides, bon, la fonction thyroïdienne bat le beurre, et donc là aussi il y a des prises de poids. Donc il n'y a pas que l'ApoE derrière ça, mais évidemment il joue pas mal, beaucoup. Probablement, je garde quand même l'ApoE comme étant le gène clé, mais de plus en plus, et c'est d'ailleurs un des gros buts de ma 2e partie dans le livre, c'est de proposer un algorithme que j'appelle pompeusement, bon, on fait ce qu'on peut, hein, un index glucolipidique. Okay, c'est une espèce de curseur qui pousse plus vers des petits nombres, qui sont d'ailleurs en cases claires, hein, des petits index, donc proche de 1. Et plus on s'approche de 1, plus on doit être hyperlipidique et cétogène. Hein, et l'inverse, de l'autre côté, plus on va vers les cases plus sombres, plus il y a des capacités de digérer les glucides. Et non pas seulement les digérer, mais aussi de les gérer mieux. Hein. Donc les versions modernes du génotype de l'amylase permettent aussi de mieux gérer les glucides qu'on consomme. Ce n'est pas tellement de les digérer, mais c'est aussi de les intégrer avec l'activité insulinique du pancréas dans quelque chose qui est efficace, qui est adapté à l'environnement alimentaire moderne riche en glucides. Mais bon, voilà. Qui est-on? Qui es-tu? Et pour chaque patient, on peut déterminer un index glucolipidique.
Alors moi, ce que je suis en train de proposer pour Noël, hein, c'est de se mettre en famille. Celui-là, on fait ça ici dans mon petit staff interne de ma clinique. Bon, ben, je ne vais pas citer de nom, mais on a un 13, on a un 27 et on a un 43. Et on compare ce que nous mangeons et ce qui nous va bien et ce qui nous fait prendre du poids ou perdre du poids, etc. Et ça colle. Hein. Donc, c'est un petit jeu de comparer, parce que finalement, ça revient toujours, bon, est-ce que je dois manger plus de graisse ou moins de graisse, hein? Ouais, la part des glucides. Il y avait un coach canadien, il avait une phrase, il disait toujours Earn your carbs, mérite tes carbs. Oui, ça c'est bien, ça j'aime bien aussi, parce qu'effectivement, les gens me demandent, un docteur Mouton, combien de grammes? Alors là, moi, ce n'est pas la question. François, tu ne me l'as pas posée. Non, non, non. Je ne t'ai pas dit de ne pas me la poser et tu ne me l'as quand même pas posée. Parce qu'effectivement, il faut les mériter. Hein. Si on fait des sports surtout intensifs, on a le droit, je ne sais pas, avec le refroidissement actuel et la flotte, j'ai envie de parler de patinage sur glace, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça maintenant, de nulle part. Bon, c'est pas tourpeau. Bon, si on fait ça très relax sur les canaux en Hollande, mais je veux dire sur une patinoire, c'est quand même assez intense. Après ça, ben, évidemment, quels que soient ces génotypes, quel que soit l'index glycolipidique, on peut aller chercher des glucides dans leur repas suivant. Et c'est là que ce label, ce conseil prend toute sa valeur. Il faut les mériter. Mais en dehors de ce qu'on mérite ou pas, il y a ce qu'on est né pour tolérer ou pas. Moi, si je voudrais donner des exemples, quand j'ai lu ce livre, voici ce que j'ai pensé. Je me suis surtout avec ce petit tableau. Je me suis dit, par exemple, si je suis accompagnateur pour des professionnels du sport, comment je veux leur régler leur ratio de glucides, comment je veux cycler les glucides et les graisses. Au niveau de ma complémentation par rapport à ces sportifs de haut niveau, carnitine, vitamine B, magnésium, les cofacteurs pour l'ensemble des substrats énergétiques au niveau de ma production mitochondriale, bah, je peux peut-être avoir des grandes lignes qui se dessinent avec ce genre de petit tableau. La micronutrition adaptée par rapport à des génomes. C'est pas bête. La partie diététique, après je vous laisse la parole. La partie diététique, par exemple, si j'ai des gens qui ont des problèmes d'amylase, est-ce qu'à calories égales, je ne vais pas essayer de simplifier le nombre d'ingrédients dans leur assiette, sans parler de calories, juste de simplifier, de ne pas avoir 30 ingrédients différents, mais peut-être d'en avoir 10 max, quoi. Pour l'amylase, c'est peut-être une idée fausse que j'ai, mais voilà les idées que je me suis posées quand j'ai vu ce petit tableau et la lecture de ce livre. Bon, je crois que chacun peut entamer une réflexion autour de ce qu'il fait d'habitude et voir dans quelle mesure ça peut faire bouger les lignes. Pour ce qui est des activités sportives en toile de fond, je dirais qu'on pourrait quand même garder une séparation entre la nutrition qui correspond à l'activité sportive en question, et bon, ça va être très différent, même si on prend simplement des sorties à vélo. Mais si on va faire une séance de décrassage qui peut durer 2 heures, hein, mais dans une vallée, pas trop grand, ou voir un petit groupe de cyclos hein, qui va se prendre l'air le week-end. Mais là, bon, essentiellement, ça peut brûler du gras, et donc ça ne va pas nécessiter des apports glucidiques. Là, on n'a pas earn your carbs après ça. Et par contre, si on va se tirer un peu la bourre dans des bosses, etc., bon, toutes les petites compétitions entre amis, voire des choses qui débouchent sur de la compétition, bien entendu, parce que il y a ça aussi. Donc tout ça, ça va dépendre quand même du type d'effort dans une bonne mesure. Par contre, l'alimentation de base, ce qu'on met dans ces assiettes, hein, jour après jour, devrait être fortement influencé par les 4 génotypes en question. Ouais, Et donc, il faut faire connecter tout ça parce qu'évidemment, l'activité sportive va avoir un impact sur ce qu'on mange et cet impact va dépendre au jour le jour de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Par contre, les règles qui constitueront
les assiettes de ces gens-là seront différentes en fonction notamment de leur index glucolipidique, sans parler évidemment du lactose, mais ça c'est plus évident. Ouais, pour du diabète, par exemple, diabète de type 2, qui concerne une grande partie de la population, Ah l'insulinorésistance, oui, oui. même Il y a pas mal de... Alors, les cétogènes revendiquent des succès spectaculaires sur des diabètes de type 2, ce qui est tout à fait authentique. Bon, maintenant, j'ai aussi des succès spectaculaires avec des high fat, low carb, sans nécessairement aller jusqu'au cétogène, mais parfois ça aide, ça accélère. Mais ces succès spectaculaires, certes, vont surtout survenir dans certains mélanges de génotypes qui sont favorables aux lipides. Hein, pourquoi généraliser? Pourquoi obliger tout le monde de faire comme ça? Parce qu'on a eu réussite avec quelqu'un. Nous sommes tous différents, nous devons tous manger différemment. Oui, parce que le problème du thérapeute, peu importe qu'il soit diète, naturo, médecin, c'est qu'on a trop tendance des fois à ramener les gens qui sont en face de nous que l'on ne connaît pas, soit à des cas clients anciens, soit Oui. nous-mêmes. C'est une des erreurs. Et Très là, vrai. avec ce cas, cas-là, ça nous permet de mettre de l'eau dans notre vin, dans notre approche. Là, François, vous avez mis le doigt où ça fait mal. Et je pense que c'est humain. Ça ne me choque pas, mais je constate ça à répétition avec des diètes qui sont très différentes les unes des autres. Comme vous le dites bien, un thérapeute, un médecin, un nutritionniste, un naturopathe, s'entiche d'un type de diète, soit parce que ça lui va bien, soit parce qu'il a eu des succès ou un succès, il suffit d'un succès en début de carrière spectaculaire, et alors on est séduit par cette diète. Et on a toujours envie de reproduire ça. C'est un peu comme on a envie de répéter des expériences agréables qu'on a eues dans l'enfance. Bon, là, on part vers Freud, mais on va quand même rester hors de la psychanalyse. Et donc, c'est humain, mais c'est faux. C'est faux. Pourquoi vouloir? Parce que je constate, il y en a certains qui échappent à cette erreur-là, mais la plupart de tous ceux qu'on vient de décrire, des professionnels de la santé qui conseillent au niveau alimentaire, ils ont un truc, ils ont leur diète. Et ils essayent toujours de convaincre tout le monde que c'est la bonne. Et il y en a qui sont des témoins extraordinaires pour ça, qui les portent au nu. Oui, mais et ceux qui ont eu des problèmes, mais bon, on en parle moins. Et c'est pour ça que l'anamnèse ou même, là, comme par exemple des bilans biologiques ou du bilan génomique peuvent apporter des outils qui éloignent ce terrain incognita. Moi, j'ai eu des cas, par exemple, de véganes qui n'avaient pas de carence en B12 sans supplémentation. J'ai eu des gens qui ont perdu du poids avec des diètes extrêmement riches en carbs, qui n'est pas mon cas. J'essaye justement d'apporter de l'eau dans mon vin avec le ça dépend. Et c'est ce que je retrouve dans les anciens livres de Paul Carton, Pierre-Valentin Marchesso. Parfois, il y a parfois ça dans l'anamnèse. Hein. Moi, j'ai des gens qui viennent, qui me disent je suis vraiment dans un état catastrophique, il faut absolument qu'on remette tout à plat. Et puis, je demande, je prends tout un tas de notes. Et à un moment donné, ils me disent la diète qui leur a convenu. Que pour des raisons absurdes ou parce que justement ils sont tombés sur quelqu'un d'autre qui leur a dit que c'était de la merde, passez-moi l'expression, n'ont pas poursuivi. Je dis, mais ça vous allait bien que je n'avais pas poursuivi, parce que moi je me rends compte que en fait, oui, c'était bon. Hein, et les gens ont parfois trouvé la réponse, mais faute d'éléments probants, d'objectivation, parce que c'est ce qui est bien, c'est que si on suit un algorithme basé sur les génotypes en question, qu'on va mieux, etc., ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas un coup de bol, on est sur quelque chose et on sait pourquoi, et on continue, et on le fait définitivement. C'est la thématique du biofeedback. Et je fais comme vous, c'est un peu drôle, je cherche la parenthèse dans la vie des gens où, pour X raisons, ils ont perdu du poids, ils étaient de meilleure humeur, ils dormaient mieux. Il y en a souvent une. Il y en a souvent une, parce qu'ils ont tout essayé. C'est pour ça qu'il y a pas mal de chaînes qui disent, oui, c'est tout compte fait, tout ça, c'est quand même lourd. Pourquoi pas essayer et trouver ce qui vous convient? Oui, mais bon, avec les échecs,
avec la difficulté d'être certain qu'on était sur le bon truc et de s'y tenir. Et finalement, les gens changent perpétuellement et puis ils sont en errance. Ils me disent, ah, moi, je suis en errance médicale, il faut me sauver de là. Bon, ben, commençons par le commencement, essayons de savoir qui vous êtes et on aura déjà un fil conducteur. C'est pas la portée de tout le monde d'avoir aussi un bon retour de ses sensations, de son feedback, de son histoire. Exact. Et nous, on est là pour ça, naturo, parce que la différence d'un naturo, c'est que le naturo, c'est juste un technicien qui met sa casquette et qui se base sur les techniques de base. Il essaye bien sûr d'avoir des connaissances en termes de biologie. Il va vraiment creuser dans cette thématique-là, savoir comment le corps fonctionne. Et il met cette casquette de technicien et il est sur l'outil concret, le biofeedback. Alors, quelle période de votre vie a été le mieux? Qu'est-ce que vous avez fait? L'activité, la marche, le soleil, le sommeil, tous ces trucs-là. C'est un bon point de départ. Et puis quand on peut verrouiller le truc avec des éléments probants et surtout une motivation, là, le partenariat, alors, parce que le problème, c'est les gens qui, même s'ils vont bien, ils sont contents, puis à un moment donné, ils lâchent, mais l'humain quand même, l'humain. Ben c'est pour ça que nous, on est là naturo pour leur mettre des petits coups de pied au cul toutes les semaines. Voilà, quand on se revoit, très bien. On fait le tuteur, nous, le tuteur de tomates, c'est nous. Hein. Très bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait pris la décision, enfin, moi je vais donner mon accord pour faire ceci en visio, parce que si vous venez me donner des petits coups de pied au cul, en visio, on n'y arrivera pas. Donc, on a nos techniques, hein, on sait faire les coups de pied au cul par visio, ça marche aussi. Ah bon, alors, très bien. En tout cas, c'est parfait. Alors, je reviens sur ce livre. Ce livre, on peut le trouver aux éditions Exuvie. On peut le trouver, j'imagine, sur beaucoup d'éditeurs. Vous pouvez aussi, avec le code ISBN, le retrouver chez votre petit libraire en commande. C'est une astuce sympa pour faire vivre votre petit libraire. Oui. Ce livre-là, allez lire, parce qu'en franchement, en 2-3 soirées, vous l'avez lu. Voilà. Ce n'est que 18 €, hein, donc c'est quand même encore moins cher que le cinéma. Et si vous êtes praticien de santé, vous pouvez passer en fait de ces 30-20-30% qui nous concernent sur qu'est-ce que je mets dans mon assiette, la partie diététique. Oui, parce qu'on a quand même couvert avec Julie bien plus que simplement la description des génotypes. Il y a quand même des conseils pratiques. Le livre permet de se débrouiller quand même largement tout seul si on connaît les génotypes. Mais évidemment, c'est aussi ouvrir la porte aux accompagnements des professionnels de la santé, pas que médecins fonctionnels. Ah, il faut un médecin fonctionnel pour utiliser ce qu'il y a dans les... Ben non, un médecin fonctionnel, d'abord, c'est quoi ça, un médecin fonctionnel? Je ne sais pas, moi. Tout le monde peut se débrouiller. On a essayé de mettre ça bien accessible et pas trop technique. Ouais, c'est du système, on peut se débrouiller tout seul avec ça. Vous avez complètement raison. Et après, vous voyez, hein, votre reflet dans le miroir, le tour de taille avec un mètre à couture, poids, il y a des outils empiriques pour après, une fois que vous avez fait cette analyse, accompagner votre suivi tout seul. Voilà, oui, vous avez été le premier à mettre le pied dans la porte sur la partie génomique pour Monsieur Tout-le-Monde. Mais il y a quand même eu, François, c'est peut-être intéressant à rappeler ça, il y a eu un précédent que les oiseaux de mauvaise augure utilisent pour me dire que bon, ça va être un deuxième plantage. En fait, c'est Peter d'Adamo qui a, début du siècle, proposé un truc qui est aussi basé sur, quelque part, on pourrait dire 4 génotypes, c'est les 4 groupes sanguins O, A, B, AB. Il y en a 4 aussi, comme par hasard. Bon. Et ça a eu quand même, ça a travaillé les gens. Bon, alors c'était, j'ai toujours vu ça, je dis, ça ne tient pas la route sur un plan purement scientifique. Mais bon, les gens aimaient bien, il y a quand même des trucs, etc. Ce n'est pas tout à fait faux, probablement, mais c'est très, très dilué. Et puis bon, la réponse que je donne à ça, je dis oui, mais ce n'était pas valable parce qu'on ne digère pas avec ces globules rouges. Hein? Et on ne manage pas ces graisses avec ces globules rouges. Donc forcément, ça ne fonctionne pas. Alors l'ironie du sort, c'est que dans l'étude DietFit dont on a bien parlé, eh bien là, il y a 3 génotypes
qui ont été proposés par les chercheurs de très très haut niveau. Les chercheurs, ils ont tout focalisé, c'est des 3 génotypes, sur des variantes donc au niveau de la sensibilité à l'insuline. Échec total. Je ne sais pas pourquoi ils ont été prendre ça, se focaliser sur la sensibilité à l'insuline. Moi qui suis un obsédé de l'écosystème intestinal, comme on l'a bien rappelé au début. Et de l'insuline aussi. Oui, ben oui, oui, mais par exemple, aussi bien l'amylase que l'ApoE, tout ça a un rôle crucial sur la digestion et la gestion de tous ces marqueurs métaboliques. Pourquoi aller chercher plus dans le détail? En tout cas, ce qu'ils ont essayé là n'a pas fonctionné. Alors, est-ce que ceci fonctionne? Bon, je pense que je montre une certaine dose d'humilité dans ce livre, à tel point que je dis quand même, c'est deux de mes 3-4 derniers petits cris du cœur en fin de livre. Je lis le titre ici. Peut-on, alors c'est toujours difficile de montrer ça, peut-on vraiment dire que ce livre est un livre scientifique? Bon, ça c'est le titre. Le texte, eh bien non, je ne crois pas. Bon, alors je vous laisse lire la suite, parce que sinon ce n'est pas du jeu. Bon. Et le suivant, pourquoi ce livre n'aurait-il pas dû être écrit? Ben, essentiellement, dans ce petit chapitre-là, je dis que pour bien faire, je voudrais avoir les données que ce livre va nous apporter en fonction des retours sur des milliers de personnes, pour être plus sûr de son fait, pour aller plus loin, peut-être trouver des génotypes à venir qu'on n'a pas encore intégrés. Mais bon, je ne me suis pas lancé dans le livre sur base de rien. Il y a 10 ans que je fais ça, donc c'est des douzaines de cas cliniques que j'ai suivis, que je suis toujours certain que je suis depuis 10 ans et plus, hein, bien entendu. Et puis alors j'ai commencé à diffuser ça dans mes collègues, les médecins fonctionnels que je forme et que je supervise. Et puis avec mes vidéos YouTube, tout un tas de retours, de commentaires sur toutes ces vidéos sur la génomique. Donc on est passé de dizaines ou de douzaines à des centaines. Ceci va nous donner des milliers. Au niveau des douzaines et des centaines, ça tient la route. Sur les milliers, on verra. Et je voulais pas être insultant, moi je voulais pas parler d'Adamo au début. Hein. J'ai fait des stories et tout le monde en a parlé. Tout le monde m'a dit Adamo a fait le truc. Et moi je fais, vous ne pouvez pas se comparer, ce qui n'est pas comparable. Adamo, vous tapez Adamo sur PubMed, ils vous disent tous irrelevant. Il n'y a pas d'intérêt. Enfin, il y a peut-être un fond intéressant, mais pour aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est de la romance. C'est de la romance. Ah oui, mais bien entendu, mais forcément, parce que quel était le lien avec la nourriture? Je vois mal. Il y a des liens ethniques. Hein. Par exemple, le groupe sanguin AB est quand même très récent. Donc, il date du XIIe siècle. Tu vois? Donc, quelque part, le groupe sanguin AB est un groupe moderne. Hein, et le groupe O est un groupe ancestral. Donc, des débuts de pistes qui ont pu qui ont pu donner un certain enthousiasme au départ, où les gens se disent, ah oui, mais hein, voilà, mon copain, il est AB, moi je suis O. On voit effectivement qu'il y a... Enfin, bon, autant, disons, contempler le problème à travers des lunettes couvertes de buée et ayant mis les mauvaises dioptries, donc c'est très, très, très flouté. Mais bon, il y avait probablement une petite idée là. Ouais, moi j'ai lu le livre et pourtant je n'avais pas spécialement d'esprit critique ou de recul quand je l'ai lu et je suis tout de suite allé voir sur PubMed, j'ai vu que c'était irrelevant et je me suis dit avec le brassage de population, plus nos habitudes, plus l'ensemble des filtres que l'on rajoute à notre mode de vie moderne, on ne peut pas se baser uniquement sur ce genre d'outils. Et même, j'irai plus loin, je me méfie de l'homme d'un seul livre. Alors, je ne sais plus quel auteur disait ça, mais je me méfie de l'homme d'un seul livre, c'est que moi, j'ai eu des profs de naturo qui juraient que par ça. Donc, voilà. Ouais, là, on a de l'individualisation. Disons que je crois que ce qui a séduit dans le travail de D'Adamo, c'est que les gens ont ce qui leur a probablement paru légitime, c'est quelque part de faire un lien entre notre ADN et ce qu'on devrait manger. Le problème, c'est qu'il faut bien choisir la façon dont on établit le lien. Et pour bien faire, que ça ait au moins un rapport avec la nourriture et pas avec les globules rouges. Voilà.
Voilà. Donc moi, je dirais quand même, je vous laisserai le mot de la fin après, je dirais, en attendant le deuxième, déjà lisez celui-là parce que je vous assure, vous apprenez vraiment des petites astuces, que vous soyez juste une personne qui vous occupez de votre santé ou tout simplement quelqu'un qui est praticien de santé, même diététicien, même ce que vous voulez. Dès que vous touchez à l'alimentaire ou à la santé des gens, vous pouvez maintenant plus passer par ces 20-30% que concerne l'ADN des gens. Voilà. Et je vous laisse le mot de la fin, docteur Mouton. Mais François, mot de la fin, FAIM, évidemment. Oui, évidemment, c'est l'heure du goûter. Oui, mais alors, c'est vous qui reprenez le flambeau, alors. Hein. Après Ah, mes généralités génomiques, théoriques, etc., il faut, euh, il faut être concret et aider les gens. Mais ce que je pourrais peut-être simplement dire, c'est que je suis un peu embarqué maintenant dans une aventure génomique. Il y a plein de croyances, de fausses rumeurs, de pseudo-certitudes qui ne reposent sur rien, si ce n'est des logiques. Hein, comme ça, à première vue, oui, ça serait effectivement vraisemblable, par exemple, que le passage historique de l'Apollo 4 en Afrique, et puis le 3 quand l'humain est sorti d'Afrique, et puis le 2 quand l'humain a commencé à affronter des climats plus rigoureux, sur des latitudes plus élevées, est apparu le 2, et donc de plus en plus de graisse dans les alimentations. Et alors, il y en a qui se lancent là-dedans avec des théories un peu fumeuses, comme quoi, par exemple, les Inuits, ben forcément, comme ils ne mangent que des mammifères marins, ils sont nécessairement ApoE2, ben, sauf qu'il y a des études faites sur les Inuits qui montrent qu'il n'y a pas du tout d'ApoE2, alors qu'on en a quand même un pourcentage significatif chez nous. Donc, tout ça est beaucoup plus complexe. L'histoire de l'humanité est fascinante. On apprend des trucs tout le temps. Il y a des gros noyaux à très haut pourcentage d'ApoE2 en Afrique, notamment près des côtes, des gens qui vivaient de la pêche, hein, et qui donc mangeaient beaucoup de gras et qui sont ApoE2 encore aujourd'hui. Enfin, c'est assez fascinant. D'ailleurs, j'ai entamé sur ma chaîne YouTube ce que j'appelle un voyage génomique initiatique qui va faire 3 étapes sur 3 continents. Et ah, ah oui, et je m'amuse bien. Alors, il y a des gens qui ont cru que j'allais voyager, moi, sur les 3 continents. Non, non, c'est un voyage scientifique sur différentes ethnies et on apprend des choses sur les génotypes. Ça devient un peu palpitant, quoi. C'est presque une série Netflix, quoi. On se demande qu'est-ce qu'on va encore découvrir sur ces fameux génotypes. moi, je vous aurais bien vu avec Goliath directement chez les Peuls, avec deux Ah, peuples différents. Ça a été mais beau. pour le moment, on a shooté la pêche au narval et qui, le temps qui sera accessible, donc ça c'est le premier épisode que j'appelle embarquement, mais bon, on n'est pas arrivé encore. Hein. Bon, à suivre, à suivre. Donc, allez voir aussi le YouTube du docteur Mouton. Allez surtout acheter son bouquin. Si vous êtes intéressé par l'écosystème intestinal, je remets un petit coup de pub sur celui-là parce que il a vécu, hein, le mien. Vraiment, il a vécu parce que j'ai C'est trimballé, bien, lu, hein, retourné. la preuve, Voilà, la preuve. voilà. Et celui-là aussi. Allez-y. Voilà. Merci Mais beaucoup, merci docteur beaucoup Mouton. François aussi. Oui, oui, bon, voilà, on a passé un bon moment. Bonne réflexion, bonne question au bon moment. Voilà, je me suis bien amusé. Merci beaucoup.